Pourquoi on vous croirait, en fait, Olivier Véran? Ça fait des mois que vous nous racontez n'importe quoi. Attendez. Des mois. Non, 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 mais non. On a dit avec de la courtoisie. Oui, oui, mais bon, les Français ont besoin de vérité aujourd'hui. Oui, ils ont besoin de vérité, mais on peut se parler tranquillement. Oui, mais à un moment donné, un mensonge est un mensonge, David Pujadas. Et pourquoi vous croire? C'est ça la question. Oui, pourquoi vous croire, étant donné que vous avez changé d'avis en permanence, vous nous avez bloqué l'accès aux choses qui soignaient, tout en autorisant les choses qui allaient nous tuer. Qu'est-ce que vous appelez les choses qui soignaient? Le protocole hydroxychloroquine, azithromycine, qui allait montrer ses preuves. Vous avez arrêté les essais en cours, parce que vous saviez très bien que ça marchait. Bonjour Anaïs Le Faucheux, merci beaucoup de nous donner un peu de votre temps cet après-midi pour revenir sur un événement qui a sûrement marqué votre vie. On a fait votre connaissance dans la grande confrontation de David Pujadas sur LCI, où vous avez eu l'occasion de poser des questions à M. Olivier Véran. Peut-être que donc, dans ce débriefing, j'aimerais bien que vous vous présentiez un petit peu, parce que les gens vous ont découvert, que vous nous donniez un petit peu votre point de vue sur la pandémie, comment êtes-vous arrivé dans cette émission, pourquoi les questions que vous avez posées, est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas pu dire, et voilà. Donc, je vous laisse la parole. Quelques mots sur vous. Merci Xavier. Alors moi je m'appelle donc Anaïs Le Faucheux, j'ai 35 ans, j'ai 2 enfants, je suis attachée de presse freelance depuis juin 2012. J'ai fait des études de journalisme un peu avant, mais voilà, en fait, c'était ma passion, hein. D'ailleurs, ça, je pense que ça s'est vu, on m'a prise pour une journaliste sur le plateau. Je suis aussi critique littéraire pour le magazine Éléments depuis quelques mois. Et alors, donc, comment je me suis retrouvée là? Absolument par hasard, hein, la magie des réseaux sociaux. Sur Twitter, la journaliste de l'émission, une fille adorable, m'a contactée pour m'expliquer qu'il cherchait en fait des Français lambda, selon son expression, mais ce n'était pas péjoratif, hein, pour poser des questions de façon franche au ministre de la Santé concernant le vaccin, pour une grande soirée en direct le mardi. Donc, elle a un peu pris le pouls de mon opinion sur la crise, sur la pandémie. Donc, pour vous donner mon regard et ce que je lui ai dit d'ailleurs, hein, clairement. Ça m'intéresse quand même que vous reveniez un peu sur votre point de vue sur la pandémie. Ah oui, oui. Je vais vous dire ce que je lui ai dit, puisqu'elle m'a posé la question, elle aussi. Très bien. Je lui ai dit clairement que je considérais que le gouvernement français avait eu une gestion plus que catastrophique. Quand on bloque, effectivement, on interdit l'accès à ce qui commence à soigner, moi j'appelle ça un crime, clairement. Donc, j'ai un regard extrêmement sévère sur tout ce qui s'est passé. Erreur sur erreur, mais encore, erreur, le mot est faible, hein, quand on regarde dans le rétroviseur, on ne peut pas ne pas se poser de questions. Je veux dire, ce serait trop naïf ou d'une crédulité incommensurable de se dire que tout cela n'est arrivé par hasard, hein. Donc après, moi, je prétends pas, je ne suis pas une spécialiste, j'ai simplement croisé mes sources, j'ai écouté des voix différentes, je me suis fait mon propre avis et je pense que tout le monde en est capable, parce que tout le monde a dit que j'étais une simple attachée de presse et quelle expertise j'avais pour parler d'un vaccin, mais je n'ai jamais prétendu ça. En fait, j'ai simplement croisé mes sources et aujourd'hui, je considère que les choses sont assez claires, hein, que tout a été mis en place pour arriver au vaccin. Tout a été fait pour qu'on garde des malades, pour qu'on conserve cette peur. Cette peur, elle est essentielle, hein, pour le gouvernement. Si les gens n'ont plus peur, tout s'écroule. Donc, il faut que les gens aient peur pour pouvoir se vacciner. Donc, voilà, je pense que tout a été organisé et voulu délibérément de mars à décembre, pour qu'en décembre, on arrive à cette situation de nous dire vous n'avez qu'une seule solution, c'est le vaccin. Voilà. Ça, c'est mon avis. Position assez sévère et assez critique. Ah oui. Que certains partageront et d'autres ne partageront pas. Quand vous parlez de vos sources, en fait, vous êtes allé chercher vos sources. J'ai écouté des voix qui me semblaient honnêtes. Généralement, j'aime bien ceux à qui on coupe la parole, parce que je pense qu'il y a généralement une raison pour qu'on vous empêche de parler, c'est-à-dire le professeur Toussaint, le professeur Toubiana, Christian Perron, Didier Raoult, Louis Fouché, Fabien Moine. Voilà, des médecins qui se sont illustrés pour leur honnêteté, leur franc-parler, des gens, on sent qu'ils n'ont rien à gagner en fait à dire la vérité. Donc, et j'ai confronté leur point de vue à tous ceux qu'on nous présentait comme des experts de plateaux de télévision, c'est-à-dire du genre Karine Lacombe, Martin Blachier, tous des gens qu'en fait, quand on gratte un petit peu, on se rend compte qu'il y a énormément de conflits d'intérêts chez eux. Donc,
sont pas vraiment médecins. En fin de compte, ce sont des commerciaux de l'industrie pharmaceutique. Donc, ils sont jugés partis. Ça n'a pas d'intérêt en fait d'écouter vraiment ce qu'ils ont à dire. Hein. C'est pour ça qu'ils nous ont vendu des produits qui étaient néfastes en fait. Ils sont là pour écouler des stocks de produits, voilà, rien d'autre. Vous avez pesé le côté des alarmistes et le côté des rassuristes. Des rassuristes, voilà. Ah oui, j'ai trouvé ça très intéressant d'ailleurs qu'en fait, finalement, on se moque de ceux qui veulent rassurer, comme si c'était une tare. On est vraiment dans une inversion totale des valeurs. Hein. On écoute ceux qui font peur et on tacle ceux qui veulent rassurer. Donc on est vraiment dans un. C'est la liberté, c'est l'esclavage. L'esclavage, c'est la liberté. Quoi, hein. C'est 1984. Hein. Ça ne date pas d'hier. Hein. On ne prendra pas, sans prendre parti. Donc, vous vous êtes retrouvés dans cette émission où on vous a invité, donc, et vous avez eu l'opportunité de poser des questions à Olivier Véran, le ministre de la Santé. Elles vous sont venues comment, ces questions? Ça a été organisé. Alors, en fait, bon, on m'avait attribué en fait la question sur l'ARN messager, en fait, surtout. J'avais une autre question, finalement, le déroulé de l'émission en direct n'a pas permis que je puisse la poser parce que ça a été un peu trop. Il y avait trop de spontanéité finalement dans l'échange, c'est pas plus mal. Hein, donc, mais voilà, l'idée c'était que moi, on m'avait attribué l'ARN messager. On avait estimé que j'avais pas mal d'éléments. Hein, j'avais ma note d'expertise sur les vaccins OGM, qui a fait jaser, bien sûr, depuis. Donc voilà, on nous avait à peu près dit à chacun, vous, c'est les maisons de retraite, vous êtes un ancien malade du Covid. On avait chacun un petit couloir de nage et moi, c'était surtout sur la technologie du vaccin Pfizer, en fait, essentiellement. Et après, on m'a laissé libre cours. Donc, vous avez posé ces questions et la réponse du ministre vous a satisfaite? Ah bah non, mais en même temps, je savais très bien, hein, il n'a pas du tout envie de creuser les détails de cette technologie qui est non seulement très nouvelle, elle n'est pas forcément nouvelle dans le milieu de la science, parce qu'on l'étudie depuis longtemps, elle est nouvelle dans l'utilisation qu'on va en faire, en fait. Parce que, comme je l'ai dit dans l'émission, on utilise généralement cette technologie de l'ARN messager sur de petits groupes de gens malades. Et là, en vaccination de masse, en prévention, en théorie, c'est des gens en bonne santé. Donc déjà, il y a un souci, quoi. Il a beau nous dire qu'il y a eu des tests faits sur 38 000 personnes, on est quand même loin des millions de personnes qui souhaitent piquer. Donc, la balance bénéfice-risque dont il parle, et il ne répond pas aux questions. On voit bien les questions qui dérangent. C'est-à-dire que je lui dis à un moment donné, quelle est la mortalité du Covid-19 ? Il me dit 30% des gens en réanimation, moins de 65 ans. Mais ce n'est pas ce que j'ai demandé, en fait. Donc, on voit bien que quand il botte en touche, c'est parce que c'est un problème. C'est susceptible d'être... c'est une donnée un peu touchy, quoi. Voilà. Et donc, est-ce qu'il y a des questions que vous auriez aimé poser et que vous n'avez pas posées? Oui, j'aurais bien voulu l'entendre sur le vaccin contre la grippe en comparaison, parce que, par exemple, le vaccin contre la grippe, on l'a lancé en 68, donc c'est quand même, ça fait un petit moment, et depuis lors, malgré les améliorations, on est entre 30 et 60% d'efficacité. Et pourtant, la grippe n'a pas disparu. Donc, est-ce qu'on est vraiment sûr de faire croire aux gens que là, en 8 mois, on va développer un vaccin contre le Covid-19 qui a déjà muté 6 fois, efficace à 95%, et penser que le Covid-19 va disparaître avec le vaccin? Enfin, on nous prend vraiment pour des neuneux, quoi. Voilà. Il ne va pas disparaître. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il disait on retrouverait une vie normale que quand le virus aura disparu. Bon, on n'est pas prêt de la retrouver dans ce cas-là. Voilà. Et, Anaïs, comment une citoyenne éclairée comme vous, critique littéraire, attachée de presse, se passionne pour un sujet comme ce vaccin à ARN messager? C'est vos enfants? Alors oui, déjà, parce que je considère, j'avais entendu un médecin sur un plateau dire le vaccin, c'est un médicament ou un acte comme un autre. Alors, ça m'avait fait quand même réagir parce que je me suis dit, attendez, bah non, en fait, pas du tout. Il y a déjà eu des scandales dans le monde, il y a eu des campagnes vaccinales qui ont eu des conséquences dramatiques, comme le dengue vaxia, par exemple, vaccin contre la dengue. J'aurais pu en parler d'ailleurs de ça, aux Philippines, qui a été arrêté en urgence parce qu'il y avait des conséquences, des effets secondaires dramatiques. Enfin bref. Douste Blazy, on a parlé d'ailleurs de ce scandale. Hein. C'est pas moi. Hein. Donc, pourquoi je m'y intéresse? Parce que j'ai bien compris que c'était l'aboutissement de cette crise sanitaire, que tout nous conduisait à ça. Et d'ailleurs, il y a eu la une de The Economist qui était très intéressante aussi récemment. On voyait un tunnel et au bout, on voyait une seringue. Au bout du tunnel, c'était marqué Hope.
avec un point d'interrogation. Là, je me suis dit, attendez, on est où là, en fait? Et tout nous a amené à ça. Donc, moi, je me dis, quel était le but quand on voit. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Je pense que tout le monde est capable de mettre bout à bout les informations, voir les cours de la bourse de l'industrie pharmaceutique, de voir l'escalade. Moderna, là, le PDG de Moderna qui vend ses actions, le PDG de Pfizer qui vend ses actions des millions d'euros parce qu'il a vendu juste avant d'avoir vendu ses seringues à l'Union européenne. Enfin bon, voilà. Donc David Pujadas a dit sur le plateau, c'est une affaire de gros sous. Oui, oui, on a bien compris. Mais moi, ça me dérange pas forcément que ce soit une affaire de gros sous, mais je veux savoir si c'est une affaire de futur scandale sanitaire. Voilà, c'est surtout ça qui. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup. Et maintenant, donc, en sortant du plateau, vous avez eu des soutiens? Les gens vous appellent? Ah oui, j'ai reçu énormément de messages. Ça m'a beaucoup surprise et beaucoup émue, évidemment. J'ai reçu des soutiens de toute la France, même de l'étranger. J'ai même reçu des messages de New York, de Belgique, de gens qui m'ont dit que j'avais été très courageuse, qu'ils voulaient plus de gens comme moi qui n'hésitent pas à affronter les ministres, qui n'ont pas peur, en fait. Et ça a donné beaucoup d'espoir. Donc, j'ai été très satisfaite, très contente d'entendre tous ces témoignages. Ça m'a été droit au cœur, bien sûr. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup merci Xavier. Merci à vous d'avoir donné votre temps pour ce petit débriefing. Je pense que les lecteurs de François en sauront un petit peu plus et les auditeurs de François en sauront un petit peu plus sur vous et sur vos motivations et que les citoyens éclairés peuvent poser des questions à des ministres qui ont du sens sans obtenir des réponses. Voilà, surtout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup Xavier. Vous aussi.